3. Au nom du Père, qui, Papa Kisokelo, du Fils, dit Papa Diallo Kangani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kangani. Mes chers amis, vous que nous suivez à travers ce média, le média kimongiste. Vous savez que le média kimongiste, c'est les messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions du kimbongisme ou des actions de Tata Kimbangu. Et en face de moi, j'ai un monsieur, il s'appelle... Monsieur, il va se présenter parce qu'il a plusieurs qualificatifs, hein, mais naturellement, c'est Monsieur Jean-Jacques Cassador Bayonne. Papa, bonjour. Bonjour. Nous, dans le kimongisme, chaque papa, chaque monsieur, on l'appelle papa, chaque maman, on l'appelle maman. Alors, nous venons en face de vous parce que nous avons connu par le passé, on a eu à cohabiter ensemble dans une même toiture. J'aimerais savoir, aujourd'hui, comment allez-vous présenter au sein de la population de Tata Kimbangu qui vous suivent? Je vous en prie. C'est une communauté que j'apprécie beaucoup. Le seul point de désaccord que j'ai avec eux, c'est que c'est la Bible. J'aurais voulu que ça soit un mouvement, une philosophie authentiquement africaine. Nous avons une cosmogonie propre à nous et nous prenons une cosmogonie qui appartient à des étrangers. Ce Dieu-là, il est bien dit que c'est le Dieu des Juifs. C'est pas le Dieu de Timbavita, c'est pas le Dieu de Panzu Yanzinga. Hein? Donc, j'aurais souhaité que nous ayons un discours, une idéologie propre à nous, authentiquement africaine, au lieu de calquer ce qui vient d'ailleurs. C'est mon point de désaccord. Est-ce que vous vous présentez déjà? Qu'est-ce que vous êtes? Moi, j'ai appelé M. Cassador Bayonne, mais qui êtes-vous exactement, s'il vous plaît? Vous me connaissez, vous pouvez me présenter. Oui, donc, le papa que j'ai en face de moi, je l'ai connu par le truchement de mon frère aîné, qui était donc avec nous sur Terre, mais qui est revenu par moi parce qu'il s'appelait Merlin. Et c'est chez lui aussi que j'ai eu cette progéniture-là, cette femme qu'on a utilisée pour que ce dernier revienne, c'était dans sa maison. Et Merlin, il y a Merlin qui était mon frère aîné donc. Lui, moi quand je l'ai connu, par le je disais tantôt par rapport à mon frère aîné là, et il est venu en France. Papa, il me semble que tu as fait les 3 Congos avant de venir en Europe. C'était en quelle année? S'il vous plaît, allez, vous dites-moi comment vous êtes arrivé ici. Oh, j'ai fait le Kinshasa, j'y allais depuis, comme on dit là-bas, 76. 76 77, 78, et puis en 79, en 79, je me suis rendu en Angola. Qu'est-ce qui vous a poussé d'aller en Angola? C'était quoi? Eh bien, je voulais, mon rêve depuis l'âge de 16 ans, ça avait commencé à germer depuis l'âge de 14 ans, mais à partir de l'âge de 16 ans, je rêvais d'aller en Europe. Oui. Nous avons tout un mouvement des jeunes qui rêvaient d'arriver en Europe. Et voilà, donc en 78, j'ai raté un voyage à Kinshasa, j'avais été escroqué. Et donc après, à mon retour, je me suis dit qu'il fallait que j'explore le chemin de l'Angola. Oui, qu'est-ce qui s'est passé après là-bas? Je suis parti en Angola et là-bas, j'ai pu trouver le chemin pour venir en France. Alors, arrivé en France, qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais que vous êtes une personnalité. Je vais vous suivre, paraît-il, que vous avez contribué pour ce qui est la conférence nationale souveraine au Congo à l'époque de changement d'idéologie dans nos pays. Est-ce que vous pouvez nous relater un peu comment vous êtes arrivé là, s'il vous plaît, à cette période-là? Alors, je pense que si mes souvenirs sont exacts, à l'époque, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, président du Parti congolais du travail, était venu en France. Et c'était donc en 1990, au moment où il y avait les grands chambardements dans
qu'on dit souvent de l'Est, mais ces grands chambardements ont commencé en Afrique. Hein, ça a commencé en Afrique, notamment en Algérie. Et puis l'Est a pris, c'est revenu en Afrique. Voilà, donc c'est lors de ces grands chambardements où il y a eu des changements, la Roumanie, l'Allemagne, la Pologne, etc. Et ce vent-là, donc, a gagné l'Afrique et le Congo ne pouvait pas rester en dehors de ce train vers la démocratie. C'est ainsi que je pense qu'en avril 1990, M. Denis Sassou Nguesso est passé à une émission. On lui a posé la question de savoir si il pouvait décréter le multipartisme au Congo. Il a répondu textuellement: le multipartisme ne se décrète pas. C'est le résultat de la lutte des masses. Le peuple congolais ne me l'ayant pas demandé, il ne sera pas décrété. SIC. Ainsi, notre frère Tony Gilbert Moudilou a appelé quelques-uns d'entre nous pour nous dire: mais attends, ils viennent dans le territoire où nous sommes et nous le laissons dire ça. Non, on doit maintenant organiser quelque chose, puisqu'il a dit que le peuple congolais ne l'a pas demandé, donc il ne sera jamais décrété. Il faudrait maintenant qu'on le lui demande. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec les Kondi Akala, les Maître Moudileno Massengo et beaucoup d'autres. Nous avons organisé donc une réunion. Pas une réunion, une manifestation. Manifestation, d'accord. À l'ambassade du Congo. Et nous avons organisé cette manifestation et nous avions été les premiers à déposer une motion à M. Denis Sassou Nguesso pour lui demander l'abrogation du rôle dirigeant du parti, la libération des prisonniers politiques et la convocation d'une conférence nationale. Donc tout est parti de Paris. Tout est parti de Paris. C'est par Paris, quand ça a fait un écho au niveau du pays, que eux aussi là-bas au pays se sont réunis et ils ont fait cette lettre. Mais en dehors de Paris, les années d'avant, il y a M. Bernard Kolela qui avait écrit, je crois, en 1987, puis en 1989, si mes souvenirs sont exacts, il avait écrit à Denis Sassou Nguesso pour lui dire que le pays ne va pas bien, il faut qu'on fasse une table ronde. Mais en tout cas, au moment où il y a ces grands chambardements de l'Est et d'Afrique, de l'Orient, on va dire, hein, puisque l'Afrique est considérée aussi comme étant dans l'Orient, n'étant pas l'Occident, c'est à l'initiative de Gilbert Tony Moudilou. Je l'entendais l'autre fois dire que je suis le père de la conférence nationale. En tout cas, il y a contribué vaillamment. Ça, je lui sais gré. La date exacte de la réunion à l'ambassade, c'était quand? Tu as eu l'idée de la date? C'était... en tout cas, c'était début mai. Je n'ai plus... Début mai... Et l'année? 1990. Allons-y, papa, continuons. Début mai 1990. Et c'est ainsi qu'il y a eu le relais au niveau du pays. Et nous n'avons pas cessé, nous, au niveau de Paris, tous les samedis, on manifestait. Vous faisiez comme les Gilets jaunes, alors? Comment? Vous faisiez comme les Gilets jaunes? Nous étions précurseurs des Gilets jaunes. On ne faisait pas comme eux, c'est eux qui ont fait comme nous. D'accord. Tous les samedis, on manifestait jusqu'à en août 1990, nous avons obtenu... D'abord, je tiens à souligner une chose. J'entends souvent, et j'ai lu même des thèses des Congolais, dire que s'il y a eu la démocratisation, c'est grâce à Mitterrand avec le sommet de la Baule en 90. Oui, c'est ce qu'ils disent. C'est tout à fait inexact. C'est tout à fait faux. En
En mai 1990, lorsque nous nous réunissons, le fils de Mitterrand qu'on appelait Papa Madi, je crois qu'il devait gérer une société. Gilbert Mitterrand, c'est ça? Oui, qui est venu nous filmer à l'ambassade. Il paraît-il, sur ordre de... Enfin, c'était le pouvoir de Pila qui avait ordonné qu'on soit filmé. Et nous découvrons ça par l'événement du jeudi, qui nous révèle qu'il y a eu une société que le pouvoir avait... C'est quoi l'événement du jeudi? C'est quoi l'événement du jeudi? L'événement du jeudi, c'était un journal comme le Nouvel Observateur. D'accord. Qui sortait donc le jeudi. D'accord, ok. Ça s'appelait l'événement du jeudi. C'était un grand journal, l'un des grands journaux de France, un grand journal. Et l'événement du jeudi, c'est l'événement du jeudi qui a fait cette révélation. Et à la prochaine manifestation, Maître Moudileno, Aloïse Moudileno Massengo, ancien Premier ministre, hein, vice-président du Conseil qu'on appelait ça. On y reviendra à propos de l'histoire vraiment du Congo en tant que tel, parce que c'est un grand... Alors lui, il nous a demandé collectivement d'aller demander l'asile politique parce que nous sommes fichés maintenant au Congo. On a vu nos visages puisque nous avons refusé. Nous avons dit, nous ne sommes pas des réfugiés politiques. Il n'est pas question qu'on demande l'asile politique. Nous demandons la démocratie chez nous. Et donc, nous continuerons notre lutte. Donc, nous avions décliné cela. Alors, mieux encore, je crois qu'à l'époque, c'était M. Pierre Jox qui était ministre de l'Intérieur. Nous obtenions des autorisations pour manifester à l'ambassade. Quand on arrive à l'ambassade, les CRS nous empêchaient d'y accéder et nous demandaient d'aller à la place du Trocadéro. Donc pendant longtemps, alors qu'on demandait toujours de manifester à l'ambassade, le pouvoir de Mitterrand nous empêchait d'aller manifester devant notre territoire, devant notre pays, et nous imposait d'aller à la manifestation. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que M. Mitterrand avait vu que le processus était inéluctable, inévitable, il a pris le train en marche. Je voudrais juste vous rappeler que la conférence nationale du Gabon a eu lieu en mars 1990. Et la conférence de la Baule n'a eu lieu qu'en juillet 1990. Et Mitterrand a dit que nous donnerons l'aide, nous conditionnerons l'aide au rythme des pays qui se démocratiseront. Donc Mitterrand n'était pas pour la démocratisation des pays d'Afrique, et donc c'est une contre-vérité historique, c'est une erreur épistémologique que de valider cela, et c'est triste puisque beaucoup de nos compatriotes, dans leur thèse de doctorat, écrivent que c'est Mitterrand François qui a fait qu'il y ait la démocratisation de l'Afrique. Alors, donc là, voyons le grand frère, M. Bayon Castador Jean-Jacques, il corrige à tous ces thésards-là que dorénavant, ils doivent venir ici auprès de la Médiaki pour avoir la bonne information parce que le témoin de ces événements nous donne la version correcte. Papa Jean-Jacques, pouvons-nous continuer? Donc, après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous avons vu des images de la conférence nationale au Congo. On n'a pas vu un monsieur Christophe Bayonne en train de vociférer comme vociféraient vos collègues là-bas. Absolument, mais je vais vous expliquer. Alors, déjà, donc, je disais qu'en août 1990, nous obtenons la libération des prisonniers politiques. À la veille du 15 août, nous obtenons la libération des prisonniers politiques. Et quand nous obtenons cette libération des prisonniers politiques, dont l'ancien président Yombi, nous sommes contents et nous savions que nous sommes dans la bonne direction, que la conférence nationale sera inéluctable, on doit continuer notre combat. Et
je crois qu'à quelque temps après, on a autorisé en septembre 1990 le multipartisme. Maintenant, on a nommé Louis-Sylvain Ngoma Premier ministre, parce qu'entre-temps, Alphonse Poaty-Soukoulati, qui était le Premier ministre, qui n'était pas chef du gouvernement, c'était M. Denis Sassou Nguesso lui-même qui était chef du gouvernement. Il est venu démissionner ici en France, et à ce moment-là, on a nommé M. Louis-Sylvain Ngoma, qui était colonel général. Donc on prend un monsieur de l'armée, le civil n'est plus, on prend un monsieur de l'armée pour prendre l'autorité. Non, il était déjà Premier ministre depuis Marien Ngouabi. Il a encore été Premier ministre sous Yombi, et puis encore Premier ministre sous Sassou Nguesso. D'accord. Hein, il est resté... Malgré qu'il soit militaire, il est toujours quand même dans les affaires. Il était aussi... c'était un pouvoir militaire. Là, Ngouabi, c'était un militaire qui avait pris le pouvoir. Donc, il avait emmené beaucoup de militaires aux affaires. On en parlera de ces détails-là, papa, parce que nous savons que vous êtes un témoin oculaire. Voilà, donc... le multipartisme, donc, le multipartisme a été donc décrété au Congo. Et à ce moment-là, donc, Louis-Sylvain Ngoma est nommé pour négocier avec la nouvelle opposition qui venait de naître pour qu'il y ait une conférence nationale souveraine. Là encore, je dois rectifier une inexactitude provenant de M. Denis Sassou Nguesso lui-même, qui dit qu'il voulait d'une conférence nationale. Non, M. Sassou Nguesso n'a jamais voulu d'une conférence nationale souveraine. Il voulait d'une conférence des partis. Et pour lui, c'était une conférence qui devait donc faire la loi sur les partis et puis élaborer un calendrier, un code de bonne conduite pour les futures élections, point barre. Mais il n'y avait pas à étaler, faire le bilan, hein, faire le quitus de sa gestion. Il n'en voulait pas. C'est la force des choses. Il avait perdu ce que mon ami Sébastien Machiongo, le philosophe, appelle l'espace symbolique. Il ne contrôlait plus le syndicat unique, qui était dirigé par Jean-Michel Bokamba Yangouma. La CSC, Confédération syndicale congolaise. Il ne contrôlait plus l'armée, le général Mokoko, à qui on demandait d'aller mater les manifestants et qui refusait, qui disait je ne peux pas... il était CMG à ce moment-là, Il était CMG, d'accord. Chef d'état-major général, et donc lui, il a refusé. Donc il n'avait ni le contrôle de l'armée, ni le contrôle des syndicats qui sont, quand on convoque l'histoire du Congo, hein, les lieux par excellence du pouvoir. Quand vous ne maîtrisez pas l'armée, vous ne maîtrisez pas les syndicats, en tout cas dans l'histoire du Congo, vous êtes foutus. Ah bon? On en parlera. On y reviendra. D'accord. Et donc, ayant perdu cet espace symbolique, il n'avait pas d'autre choix. Il a voulu quand même faire un baroud d'honneur en menant un dernier bras de fer. Je vous rappelle juste que la conférence nationale s'est ouverte le 25 février 1991. Mais, en réalité, du 25 septembre au à peu près 15 mars, rien ne s'est fait. C'était des discussions parce que M. Sassou Nguesso ne voulait pas de la souveraineté. On a arraché la souveraineté le 16 mars 1991 et les plénières ont pu commencer, non, le 15 mars, et les plénières ont commencé le 16 mars. Vous pouvez vérifier l'histoire. Mais vous n'étiez pas sur place. Je n'étais pas sur place, j'y viens. D'accord. Alors donc, je repars en mai 1990. À cette période, mai 1990, la première manifestation, c'est vrai qu'il y avait en gros une quarantaine de personnes. Et il y a des étudiants qui étaient à Paris 2, à Sas, donc sur le site de Cujas,
qui se sont dit, mais oui, c'est vrai que cette manifestation a eu un écho au pays, mais ils étaient peu nombreux. Donc, il faudrait qu'on se réunisse pour mieux organiser une manifestation qui va mobiliser un peu plus de Congolais. C'est ainsi qu'il y a eu des jeunes qui sont partis à Cujas dans le but d'organiser une plus grande manifestation. Et puis là-bas à Cujas, s'est posé la question, mais si c'est organiser une manifestation juste pour la manifestation, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut qu'on s'organise aussi politiquement, qu'on puisse exister. Et donc, à ce moment-là, il a commencé à avoir des débats sur l'identité du groupe. Comme se pose aujourd'hui le problème chez les Gilets jaunes, quand vous organisez une structure, il faut toujours lui donner une identité. Donc, c'est posé le problème de l'identité du groupe. Et en tout cas, presque chaque semaine, chaque samedi aussi, quand il n'y avait pas de manifestation, nous nous réunissions à Cujas. Et puis, à un moment donné, nous nous sommes réunis. Donc, on avait commencé depuis mai 1990 à Cujas. Et à un moment donné, on ne pouvait plus avoir les salles à Cujas vers septembre 90. Nous nous sommes déportés à Jussieu, où moi j'étais étudiant, où je pouvais obtenir les salles. Donc nous nous sommes déportés à Jussieu. Et c'est ce mouvement-là des jeunes partis de cette manifestation qui a donné le mouvement politique qu'on appelle Kimpuanza, dont je suis l'un des cofondateurs, mais avec tous ceux de Cujas. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez citer quelques éléments qui étaient avec vous à ce moment-là à Cujas, si vous pouvez nous étions du genre, pour les nommer, très nombreux. Il y avait l'écrivain Feu Léopold Congo Mbemba, il y avait Kiwulu Antoine, il y avait les Kenge Lucien, il y avait les Bitumbu Désiré, il y avait les Bavi Bidila, il y avait les Mebiama, l'actuel doyen de la fac, mais nous étions nombreux, nous étions autour de 80. Mais je suis curieux de constater que le nom de Kimpuanza que vous donnez, je sais que les gens de partis politiques, on appelle ça PCT, IDPADS, MCDDI, mais quand vous êtes venu l'idée de dire Kimpuanza? Alors, parce que dans notre réflexion, nous pensions et nous pensons encore que le problème qui se pose en Afrique, c'est le problème de notre indépendance, de notre liberté. Aujourd'hui, plus que jamais, on constate que le néocolonialisme, rebaptisé aujourd'hui la France-Afrique, c'est elle qui a l'emprise sur nos pays. Qu'en fait, que nous n'avions jamais été indépendants. Ah bon? Nous n'avons jamais été indépendants, on pourra développer cela. D'accord. Nous n'avons jamais été indépendants, c'est une indépendance théorique, parce que vous ne pouvez pas être indépendant, c'est eux qui désignent les dirigeants, vous utilisez leur monnaie, vous utilisez leur langue, vous dépendez d'eux quasiment en tout. Leur président, Papa Jean-Jacques Castador, vous avez dit que le président, il y a des élections au Congo qui se font et tout. Comment vous dites que c'est le président là-bas? Écoutez, on va y revenir peut-être. Nous allons y revenir sur l'historique politique du Congo, si vous le voulez. Vous comprendrez bien. Et puis je pourrais même vous expliquer la genèse même Ce sera l'objet de ma peut-être prochaine émission, mais là on en parlera peut-être, on va aborder ça. Allons-y, continuons d'abord donc. Voilà. Assas. Vous avez Assas, les Léo Congo Bemba, les papas Kiwulu Antoine, et vous-même, et au consort. Les Siayos. Les Siayos, les Siayos Onsono, comme je l'appelle souvent, c'est un grand frère très très sage. Oui. Voilà, Siayos Onsono, donc tout le pays. Oui. Alors, continuons alors. Mon ami Marc Noulitati, qui est à Abidjan, etc. Nous étions vraiment nombreux. Voilà. Bien. Donc, comment arrive le nom de Kimpuanza? Bon, puisque nous avons décidé que nous devons être un mouvement politique et que nous devrions participer à la conférence nationale, donc il nous fallait un nom. Plusieurs noms ont été proposés, notamment les partis de ceux-ci, comme d'habitude, les voyelles, toujours à l'occidental. Nous avions pensé qu'il fallait donner un nom authentique.
congolais et qui portait la problématique du Congo. La problématique de l'indépendance, de la liberté. Parce que Kimpwanza, c'est l'action de coiffer son univers. L'Umpu, c'est la coiffe. Ça, c'est l'univers. L'action de coiffer son univers. Quand vous-même, vous pouvez coiffer votre univers, vous êtes indépendant, vous êtes libre. Mais quand c'est les autres qui coiffent votre univers, ben vous êtes prisonnier. Et c'est le cas aujourd'hui. Voilà, donc nous avons porté cette problématique de façon authentique. Parce que qui dit authenticité, dit vos valeurs intrinsèques, les valeurs léguées par nos ancêtres, et non des ancêtres des autres. Voilà. Donc, alors... Le parti politique est enregistré en France? Qu'est-ce qui se passe? Le parti politique... Vous êtes en France, l'indépendance, on parle, c'est le Congo. C'est le Congo. Le Kimpwanza est enregistré au Congo. Kimpwanza, donc, à l'époque, M. Gabou Alexis, qui vient de mourir, Personnellement, oui. était ministre de l'Intérieur. Moi-même, Jean-Jacques Bayon Cassador, je lui ai adressé une correspondance pour déclarer Kimpwanza comme parti politique. Le courrier est parti. Le courrier est revenu au moins 3 mois après, non réclamé, retour à l'envoyeur. Voilà. Donc, c'est pas arrivé au ministère? C'est arrivé au ministère. Enfin, c'est pas arrivé au ministère. En tout cas, non réclamé, retour à l'envoyeur. Donc, la Poste avait fait la démarche d'emmener la convocation au ministère. Mais ça n'a pas été réclamé. Extraordinaire. Mais néanmoins, nous sommes déclarés à Paris. D'accord. Pour l'instant, nous n'avons pas encore, parce qu'après, il y a eu les guerres. Alors, la question, c'était... pourquoi on ne nous a pas vu présent, parce qu'on a vu des personnalités qui ont vociféré comme des gros coqs. Mais vous, monsieur Cassador Bayon, n'était pas présent. Nous ne devrions pas aller vociférer, mais nous allions poser la vraie problématique du pays. Malheureusement, quand nous avons discuté sur notre participation ou pas à la conférence nationale souveraine, comme la conférence nationale, je le disais tout à l'heure, s'est passée sous tension, M. Denis Sassou Nguesso ne voulait pas céder, et la majorité des membres de Kimpwanza avaient pensé qu'on ne pouvait pas aller à une conférence nationale dans le tumulte, qu'il fallait qu'il y ait le calme. Moi, je faisais partie de la minorité qui pensait qu'il fallait quand même qu'on parte au Congo, qu'on participe aux négociations, Kaya, et puis qu'on participe à la conférence nationale. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Voilà. Je me suis raccordé à l'AEC, qui voulait aussi... c'est quoi l'AEC? L'AEC, l'Association des étudiants congolais. D'accord. Qui a formé même un certain nombre de responsables politiques congolais, les Henri Lopez, les Maître Mbemba, Martin, etc., les Kunzu, Itio Setumba, enfin les Kunzu Justin. Oui, ils sont tous passés par l'AEC. C'était l'association des étudiants congolais. Donc là, à la conférence nationale, nous nous réunissions à Porte de Choisy avec les Kimbwana Martin, les... Dieudonné Tsatsi Mbungu et quelques autres pour essayer de partir à la conférence nationale souveraine. Nous étions déterminés, mais malheureusement, faute de moyens, on n'a pas pu y aller. Donc, ni Kimpwanza, ni l'AEC n'a pu participer à la conférence nationale souveraine. Et je le regrette fortement parce que la voix de Kimpwanza aurait vraiment marqué cette conférence nationale de façon indélébile. Oui, parce que Kimpwanza, ça a quand même interpellé le mot Kimpwanza. Donc, on aura l'occasion d'en parler d'autres fois. Papa Jean-Jacques Cassador Bayon, maintenant, vous êtes venu, vous avez tout à l'heure, vous êtes étudiant à Jussieu. Mais quand vous avez quitté le Congo à l'époque, après avoir fait les tours des 3 Congos, parce que né à Pointe-Noire, c'est bien ça, vous êtes à Pointe-Noire. Oui. Vous êtes un manama longo, non, on dit banaba longo, tu es un paco d'ongé pelekete, c'est-à-dire des jumeaux. Hein? Alors, moi longo, tu viens en Europe. Quel niveau d'études avez-vous à ce moment-là, quand vous venez en Europe? J'avais obtenu mon brevet, qu'on appelait à l'époque le brevet d'études moyennes générales BEMG, et puis je voulais quitter le pays.
Et comment Donc, avec un BMJ tu retrouves à Jussieu? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Oui, mais Allez-y, papa. j'explique. Hein. Donc, entre-temps, j'ai laissé le banc de l'école, j'ai abandonné en seconde. Je suis parti en Angola, comme je vous l'ai dit tantôt. Je suis parti en Angola et de l'Angola, oui, et après, ben, je suis venu en Europe. Et quand je suis arrivé en Europe, j'ai travaillé. Comme j'ai fait tous les petits boulots, hein, plongeur, monteur P1 pour monter les étagères dans des supermarchés. J'ai fait la plonge dans les restaurants. Je travaillais à l'hôtel Nico, qui est devenu Novotel, dans le 15e, hein, à côté de la place de Brazzaville. Et puis j'ai travaillé à partir de février 1982 dans l'imprimerie. C'est là où j'ai fait la plus grande partie de ma carrière professionnelle. Mais cependant, je lisais Voltaire, je lisais Rousseau, etc. Et quand les gens discutaient avec moi, parce qu'en 83, je suis allé habiter à Gargenville, et tout le monde en discutant avec moi pensait que j'étais étudiant. Non, je n'étais pas étudiant, j'étais ce qu'on appelait à l'époque parisien, ceux qui étaient venus pour la salle. Tu as connu comment on appelle, la Mecque, toi, apparemment. J'ai été à la Mecque, j'ai habité à la Mecque. Vous en parlez un petit peu parce que vous, le cas de l'histoire, vous nous relaterez cela un petit peu à l'occasion. Ça fait beaucoup, hein, on oui, parle de plus tard. Ok, on aura l'occasion, papa. Okay, voir, parce que vous êtes une bibliothèque. Oui. Alors, donc, allez, donc après, donc, vous vous disiez. Donc, je suis arrivé à Gargenville. Les gens pensaient que j'étais étudiant. Non, je n'étais pas étudiant. Et puis, il y a un grand frère qui habitait avec moi, qui est décédé en 1996, qui s'appelait Yoka Théophile, un béret bleu. Il était même DAF, directeur administratif et financier. Il est mort, je crois, lieutenant-colonel. Quand à l'époque, il était en licence de sciences économiques. Et il me disait même, petit frère, tu as quelque chose? Je dis, non, j'ai que le brevet, j'ai même pas le bac et tout ça. J'ai même pas terminé la seconde, j'ai arrêté. J'ai même pas terminé le premier trimestre de la seconde. Mais il me dit, mais quand je discute avec toi, même les gens qui ont la licence n'ont pas ton niveau, n'ont pas ton bagage. Et c'est lui qui m'a encouragé à reprendre mes études. Mais je lui dis, mais attends, regarde l'âge que j'ai, je ne vais pas aller reprendre des études et tout ça. Il m'a dit, mais non, dans les facultés, tu peux faire une capacité en droit. Je dis, non, mais moi, le droit ne m'intéresse pas. Mais sinon, tu peux faire l'examen spécial d'entrée à l'université. Et puis, je me suis dit que je vais aller me renseigner. Comme je connaissais un ami qui était à l'université de Jussieu, je me suis rendu à l'université de Jussieu pour me renseigner. On m'a dit, ah, justement, on est en train de faire passer les tests pour la classe préparatoire à l'examen spécial d'entrée à l'université. Et j'ai passé le test et j'ai été reçu. Et c'est ainsi que je fais une classe préparatoire à l'examen spécial d'entrée à l'université, donc qui te donne l'équivalent du bac. Et j'entre donc à l'université, à Jussieu, où je commence par faire lettres, puis j'ai fait la linguistique, l'ethnologie, sciences politiques et histoire. Hein. J'ai eu un peu un cursus un peu... J'ai un peu balisé tout ça. Et puis, quand je suis arrivé à Bac plus 5, je me suis rendu compte que je continuais toujours à faire les petits boulots. Et je me suis dit... Malgré votre Bac plus 5. Voilà. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de meilleur quand même, qui tienne compte de ce que j'ai appris. Et donc là, je suis allé faire la pharmacie, et notamment la visite médicale. C'est la période où nous sommes rencontrés, quand je venais habiter chez vous. Absolument. Oui. Donc j'ai fait la visite médicale. Et puis, finalement, quand je faisais la formation, je me suis plutôt intéressé à la recherche biomédicale. D'accord. Et donc, après, quand j'ai fini cette formation, j'ai attaqué donc la recherche biomédicale, où j'ai travaillé. Voilà, j'ai travaillé d'abord à l'INSERM. L'INSERM.
Et puis, j'ai travaillé à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Hein. Oui, Niger, je vous ai connu là-bas, Voilà. je m'avais invité une fois, Voilà. et c'est là où est parti mon frère aîné d'ailleurs, parce qu'il y a un frère aîné qui est décédé là-bas, absolument. qui était victime du cancer. Vous venez même manger là-bas à l'IGR. Voilà. Hein. Voilà. Ok, donc j'ai travaillé à l'IGR, et puis voilà. Donc, mais parallèlement, j'ai fait des études de droit, et j'ai fait un master en droit à Paris 1, qui m'a donc conduit, puisque je voulais rentrer au pays, qui m'a donc conduit à rentrer au pays et à embrasser le notariat. Donc là, actuellement, vous êtes notaire. Je suis notaire de résidence à Brazzaville. Quel parcours extraordinaire, monsieur Cassador Bayonne. Papa Cassador, en tout cas, merci pour ce moment que vous nous consacrez concernant le vécu de votre présence ici sur Terre. Mais vous rentrez au Congo. Parlons du Congo. Moi, je suis enfant de Tata Kimbangu. Tout à l'heure, on a soulevé le fait de Paris, que tout était parti de Paris pour la conférence politique, où est sorti le calvaire de Kim Pwanza. Et dans notre connaissance que nous avons sur le kimbongisme, Papa Simon Kimbangu, par sa progéniture, les trois glorieux, l'un d'entre eux avait déclaré « Tout partira de Paris ». Et Papa Simon Kimbangu, 1er 1921, avait dit que Congo français, c'est Ebandele Makambo. Tout commence toujours par ce territoire-là concernant nos trois Congos. Que savez-vous du territoire du Congo-là? Est-ce que vous pouvez nous relater? Parce qu'on dit l'indépendance du 15 août, mais il y a eu la proclamation de la République. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Dites-moi un peu concernant ce territoire, s'il vous plaît. Alors, comme vous le savez, ça aussi c'est un sujet qu'on pourra aborder, l'arrivée de Monsieur Brazza. Ah, tiens, c'est lui qui amène la France au Congo. C'est lui qui ramène la France au Congo sans y avoir été mandaté. Ah, expliquez-nous. Monsieur Pierre Savorgnan de Brazza était quelqu'un, un jeune aventurier qui voulait laisser son nom dans l'histoire. Donc il lisait souvent les Marco Polo, il lisait en tout cas les histoires des explorateurs et il voulait marquer l'histoire. Il avait un oncle qui était, je crois, lieutenant de vaisseau au Gabon. Donc il avait sollicité son oncle parce qu'il voulait aller au Congo, aller voir l'embouchure du Congo et tout ça. L'oncle lui a dit, bon, moi je peux t'emmener de mon bateau jusqu'à Libreville, mais après tu te débrouilles. C'est ainsi qu'il est parti avec quelques gares qu'il avait recrutés. Il est parti à Libreville, et de Libreville, bon, comme il avait les cartes, il a voulu rentrer, pénétrer au Congo par l'Ogoué, et quand il franchit la Lima, il a été arrêté parce qu'il a fait une première tentative en 1878. Cette tentative a été échouée, on ne le dit pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que nous avions un vaillant guerrier, malheureusement qui est méconnu. Ah non, mais dites-moi un peu pour que je sache. Oui, oui, qui est méconnu au Congo, qu'on appelait Boulunza, qui doit être un héros, qui doit être à la place de Brazza, hein, qui est un violeur. Ah bon? On en parlera peut-être plus tard. Allons-y. Voilà, qui est un violeur. Il a violé la petite fille, la nièce de Makoko qui avait 9 ans, c'est connu. 9 ans? Mais on y revient. D'accord, allons-y. Alors, au lieu de faire un mausolée à un violeur, à un colonisateur, c'est Boulunza qui aurait la place belle. Non seulement Boulunza, mais tous les résistants congolais. Mabiala Manganga, Bouetambongo, etc. On devait faire un panthéon des résistants congolais. Ces résistants qui ont voulu nous apporter le Kimpwanza. Voilà. Donc il arrive, Boulonza le pourchasse. Boulunza le repousse. Qu'est-ce qu'il fait après lui? En 1800. 1878, il est repoussé par Boulunza et il fait une deuxième tentative en 1880, mais il essaie de dévier
la route et finalement il réussit à franchir Mbé où il rencontre Makoko. Et là encore, il y a une erreur historique, une contre-vérité historique où on dit que Makoko aurait signé quoi que ce soit. Makoko n'a jamais rien signé. Monsieur Brazza a amené une copie d'un document où Makoko lui aurait accordé d'administrer le Congo. Et lui, il dit que moi, j'ai signé et Makoko m'a remis son insigne. Makoko n'a jamais rien signé. Ah bon? Oui. Makoko n'a jamais rien signé. Il y a beaucoup de choses à corriger, papa Kassador. Ah oui, absolument. C'est toute l'histoire qu'il faut corriger du Congo. Hein? Déjà, votre superficie, c'est combien? 342 000 km². Tout ça, c'est à corriger. Ah bon? C'est combien alors? Ben, écoutez, on ne peut pas... quand on veut être indépendant, on accepte, on n'est pas béni, oui, on n'accepte pas tout. 342 000 km² de superficie, ça vient d'où? Et vous ne trouvez pas que 342 000 tout rond, c'est suspect? Comment une superficie va avoir un chiffre tout rond comme ça? Les frontières ont fluctué, même au-delà de 1960. Je vous prends juste l'exemple de la frontière du Cabinda. La frontière, ce n'était pas Anzassi. À Tiambazassi, qu'on appelle aujourd'hui. Tu es obligé de se contraindre, tu sais de quoi tu parles. Les Portugais sont rentrés vers Massabi pour attaquer, pour riposter vers les Flecs qui les attaquaient, parce qu'il y avait déjà la guérilla là-bas, et les Congolais en ont profité pour piquer une plus grande partie. A-t-on intégré ça dans les 342 000 km²? Non. Hein? Les frontières ont fluctué, et donc il nous appartient de voir des géomètres pour tracer notre superficie. Et non d'accepter, parce que le blanc nous a dit il y a 342 000 km² de superficie, la carte c'est un chien debout, on accepte tout. Un chien debout? Ça a la forme d'un chien debout. Ouh là là, papa Kassador, s'il vous plaît. Quand vous regardez la carte du Congo, ça a la forme d'un chien debout. On n'est pas des chiens, nous, quand même. Tout comme quand... Mais aujourd'hui, nous sommes les chiens de la France. Oh, alors, s'il vous plaît, on arrivera là peut-être plus tard. Ouais, ça, c'est trop grave, ça. Allons-y. Oui, papa. Ouais. Donc, Boulunza, Bakoko, il va... Bakoko n'a jamais rien signé. Il n'a jamais... C'est une usurpation. Une usurpation. Alors, continuons. De territoire. Oui. Après. Voilà. Donc, et je précise que les Français, les autorités françaises n'ont jamais connu Savorgnan de Brazza. Oh! Ils ne l'ont jamais mandaté, c'est son aventure à lui. En 1882, il revient. C'est là où il prend la route qu'on appelait la route des cavernes, je crois. C'est ça, Antoine? C'est la route des cavernes, hein? La route des caravanes. Des caravanes. La route des caravanes. Parce qu'il est allé, parce qu'il avait la carte, il voulait aller à l'océan, au niveau de l'océan Atlantique. Donc, il a fait cette route-là à pied, donc sur plusieurs mois, et il est sorti à la côte, à Pointe-Noire. C'est là où il arrive à Pointe-Noire, et il se dit que, ah, mais tiens, mais il y a un territoire ici à prendre. Sans savoir que ce territoire, il y avait déjà quelqu'un qui l'avait précédé, celui qu'on appelait Henri Morton Stanley, et que nos populations appelaient Tandala. L'Américain. Henri Stanley, oui. L'explorateur. Donc, ils l'ont appelé Tandala. Donc, si vous allez même aujourd'hui, hein, vous allez voir les anciens. Tandala, oui. Vous leur demandez comment ils appellent Brazzaville, parce qu'ils revenaient de Brazzaville. Vous allez dans le Kwilu profond, dans le Nyari profond, dans la Bouenza profond, et même dans la Lekumu, ils appellent Brazzaville Tandala. Ah, donc, Tandala, c'est Stanley. Stanley, il venait vers le nord pour descendre vers le Kwilu. Voilà. Ah, d'accord. Et puis ils se croisent. Non, ils se sont pas croisés avec eux. Non, ils ne se sont pas croisés, mais des Brazza, oui. Tandala les avait précédés et avait des alliances
avec le royaume de Luango. Parce que le royaume de Luango s'étendait un peu sur le Niari et à la fin, même la Lekumu avait fait allégeance au roi Maluango au lieu du roi Makoko. Allons-y, papa, continue. Oui. Voilà. Que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu, le Père. Certes. Voilà, donc je disais que Tandala Stanley, c'était lui qui était connu. Et donc, quand il vient à Brazzaville, à Paris, il essaie de rencontrer les autorités françaises pour leur dire que, ben, écoutez, je vous ai gagné un territoire. Donc, en 1882, il fait une conférence au cirque d'hiver Giglione, à Fille du Calvaire, là. Il fait sa conférence en 1882. J'ai même, dans mes recherches, hein, j'ai vu le texte de sa conférence. Il a rendu hommage à notre grand héros Boulounza. Il dit que Boulounza, on a essayé de tirer les balles, mais les balles ne l'atteignaient pas. Lui et ses hommes, ils étaient puissants et nous étions obligés de rebrousser chemin. Et eux, ils avaient leur lance, et ils ont commencé à faire des morts de notre côté. On a rebroussé chemin. Voilà. Donc, c'est à partir de 1882, après sa conférence au cirque d'hiver, que les autorités françaises se sont intéressées à la problématique du Congo. Et le fameux traité n'a été ratifié par le Parlement français qu'en 1883. Et je vous signale que Pierre Savorgnan de Brazza, celui qui est devenu Pierre Savorgnan de Brazza, est italien. Quand il fait sa mésaventure, il n'est ni envoyé par l'Italie, ni envoyé par la France. Mais comme il donne ce pays à la France, on lui donne la nationalité française. Savorgnan du Peto di Brazza. Voilà, il devient français. Nakase Gadelefo. Voilà, il devient français. C'est lui qui a demandé donc aux autorités françaises de construire le chemin de fer Congo-Océan. Et il a fait qu'il y ait la mission Cordier en 1883. La mission Cordier, donc, c'est une mission qui est allée dans le Kwilu pour aller voir les autorités royales. Les autorités, je ne sais pas si on va appeler ça les autorités royales, mais en tout cas les autorités du Luango. D'accord. Parce que là encore, le royaume, ça pose problème. D'accord. Est-ce que nous étions des royaumes? Ça pose problème, on pourra en reparler. D'accord. Alors, en tout cas, je ne pense pas que c'était des royaumes. C'était des États incontestables, mais des royaumes, je ne le pense pas. Donc, une mission Cordier. La mission Cordier est allée à Pointe-Noire et malheureusement, les autorités de Pointe-Noire leur ont dit que nous avions signé, nous avons des traités avec Tandala. C'est Tandala que nous connaissons ici. Ce qui fait que quand on arrive à Berlin en 1884, l'acte premier sur lequel on discute, c'est la fondation du Congo. Et il y a eu donc échange de territoire là-bas, parce que la France tenait à avoir l'océan Atlantique. Donc, puisque Brazza revendiquait Kinshasa, puisqu'il avait signé, il prétendait avoir signé des accords avec Makoko. Oui, Makoko contre Kinshasa aussi, la rive gauche et la rive droite. Mais rive gauche, rive droite. Kinshasa, c'était le royaume Téké. C'est ça. Voilà, donc, bon, Ngaliema là-bas était un collaborateur. C'était aussi un notable, mais il était en dessous de Makoko. Donc, il a estimé que si Makoko lui a signé l'accord, c'était pour avoir la souveraineté sur toute l'étendue du pays Téké. D'accord. Et donc, Makoko, plutôt à la conférence de Berlin,
Le premier sujet, en tout cas, sur la table de discussion, c'était la création de l'État indépendant du Congo. Le roi Léopold II tenait vraiment à ce territoire dont Henri Morton Stanley lui avait tant parlé. Et donc, ils ont échangé Kinshasa contre le Kwilu-Nyari, donc contre le Luango. D'accord. Et puisque l'autre Congo devait avoir quand même un territoire, plutôt une sortie, il ne pouvait pas être enclavé, une sortie par la mer. Donc Matadi, qui était dans le pool, a été transféré du côté belge. Ils partagent comme un petit gâteau, quoi. Voilà. Ils ne tiennent pas compte les paramètres de ceux qui habitent dans ce territoire. Donc on leur a donné Matadi. Matadi, c'était le pool. On leur a donné Matadi et en échange, ils ont pris Kinshasa et Matadi contre le Kwilu-Nyari. D'accord. Voilà, ça se passe en 1884 à Berlin. Il y a une conférence qui se tient, un congrès qui se tient de novembre 1884 à mars 1885. C'était justement cette conférence qu'on appelle la conférence de Berlin ou le congrès de Berlin qui a mis un peu de l'ordre parce qu'il y avait beaucoup de tensions sur le partage du gâteau. Et donc, ils sont arrivés à mettre des conditions d'occupation des territoires qui étaient que un pays qui arrive dans un territoire, il avance, il avance, il avance. Tant qu'il avance, c'est chez lui. Et dès qu'il trouve un blanc de notre pays, ça devient l'autre pays. On met la frontière à ce moment-là. C'est un peu le compromis qu'ils ont eu. Hein? Mais c'est pas aussi comme beaucoup d'Africains disent que c'était... ils ont pris la carte et puis ils se sont partagés. Toi, tu prends ça, toi, tu prends ça, toi, tu prends ça. C'est pas ce qui s'est passé. En fait, le premier arrivé, le premier servi, en quelque sorte. Voilà. Ceux qui arrivaient, les premiers, ils prenaient le gâteau. Et dès que tu trouvais l'autre quelque part, tu t'arrêtais là. Comme ils s'entendent entre eux, donc tu ne veux pas la violence. Ils sont entendus pour éviter la violence, pour éviter les guerres de territoire, parce que l'Europe avait connu beaucoup de guerres entre eux, et ils ne voulaient plus connaître des guerres à cause du gâteau qu'on appelle l'Afrique. Et là, c'est Bismarck qui décide comme ça, parce que c'est Bismarck qui fait venir. Bismarck, il voyait qu'il y avait une tension, il y avait des guerres qui pointaient à l'horizon. Au contraire, il a voulu éviter la guerre. C'est pourquoi le chancelier Otto von Bismarck a convoqué ce congrès à Berlin pour mettre fin au conflit. Okay. Et il y a réussi. Ah. Voilà. Mais au détriment dans l'intérêt des pays européens et au détriment des États africains. Oui. Donc il n'est plus que jamais nécessaire de remettre en cause un jour Papa Casado. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on ne refait pas le monde. Le monde est ce qu'il est. Si on refait le monde, l'Afrique est ce qu'elle est. Maintenant, c'est à l'Afrique de s'organiser. Et je pense que l'ultime démarche de l'Afrique, c'est son unité afin d'être une grande puissance et d'avoir une indépendance. Kimpoanza. Papa Cassador, continuons. Maintenant, de Brazza et Berlin est acté. Qu'est-ce qui se passe après, entre-temps, puisque c'est vrai que de Brazza donne le territoire à la France. Et la France, comment l'État français s'approprie de ce territoire et ce qui se passe? Oui, mais à partir de Berlin, l'État français s'approprie du territoire. Comme ils avaient déjà le Gabon qu'ils avaient eu depuis... avec ce qu'on appelait le roi Louis, en échange d'une petite bouteille de whisky, des petits bibellots, des petits gadgets. Il a donné son pays. Le roi, lui, c'est un Gabonais? Oui, il a donné le Gabon, mais le Gabon était un territoire français bien avant le Congo. Et d'ailleurs, il y a encore une grosse erreur épistémologique qui consiste à dire que Jean-Félix Tshikaya, le premier député congolais, c'est lui qui a vendu Franceville
aux Français, Franceville était un territoire congolais. Absolument inexact, absolument faux. C'est une contre-vérité. Éclaircissez-nous. Franceville était un territoire que les Français ont créé eux-mêmes. En fait, c'était le pays Téké. Donc, les Français, ils ont occupé cela, ils ont fait un centre là-bas qu'ils ont appelé Franceville. Suite à des Brazza ou avant des Brazza? Non, avant de Brazza. Avant de Brazza. Mais qui est arrivé Quand là-bas? Brazza arrive, Franceville existe depuis. Quand Brazza arrive, Libreville existe. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand ils arrivent à Berlin, bon, comme ils ont maintenant le territoire et du Congo et du Gabon, au lieu d'avoir deux gouverneurs, à un moment donné, ils font le moyen Congo-Gabon. Donc le Congo et le Gabon deviennent le même pays, la capitale est Brazzaville, et après, je ne sais plus si c'est Brazzaville ou Libreville, je ne me rappelle plus trop, il me semble que c'est Libreville, mais enfin bref, et à un moment donné, ils reséparent les deux territoires. Mais quand il y a eu, parce qu'il y a eu la guerre à partir de 1939. Du qui est qui? L'Europe. Ah oui, la 42-45, 45, voilà. 39-45. Donc les Russes, l'Angleterre, la France, etc. Ils se sont fait la guerre entre eux. Et pendant cette guerre, donc, la France est occupée. La division Leclerc vient se réfugier à Brazzaville, là-bas. Là où il y a l'école des cadets, c'est là où il y avait leur caserne. D'accord. Et le général Leclerc, c'est lui qui mène les troupes là-bas. Et De Gaulle, qui était le général De Gaulle, qui était en Angleterre, finalement il quitte l'Angleterre et il proclame Brazzaville comme étant capitale de la France libre parce que les troupes françaises étaient basées à Brazzaville. Donc, à ce moment-là, les Africains se disent, mais attendez, eux ils sont occupés, ils se battent pour leur indépendance, mais nous aussi, nous devons être indépendants. Eux aussi, ils nous occupent. De Gaulle, comme c'était un clairvoyant, il va donc organiser une conférence à Brazzaville en 1944, ce qu'on appelait la conférence de Brazzaville. Et à cette conférence, où aucun Africain n'est convié, juste eux, entre eux, Européens, entre eux, Français, De Gaulle dit que la France a le devoir de civiliser, etc. Mais néanmoins, nous allons donner une certaine autonomie aux indigènes. Donc, de là, il a dit qu'ils doivent refaire une constitution, donc la constitution qui a créé l'Union française en 1946. Donc il fallait faire des élections dans chaque pays. Et lors de ces élections, Félix Tchikaya, c'était donc le candidat qui s'est présenté pour être député dans la circonscription du moyen Congo-Gabon, mais une circonscription qui prenait tout le Congo, et y compris Franceville. Franceville faisait partie de cette circonscription. Mais Tchikaya n'est qu'un sujet colonisé. Il a quel pouvoir devant la grande France pour aller vendre un territoire? C'est même pas chez lui, c'est le pays Téké. Lui, il est Mouvili. Il n'est pas Luango. Luango, c'est le terroir. D'accord. Luango, il n'y a pas que des Vili. Il y a les Yombe, il y a des Lumbu, il y a des Punu, il y a des Kuni. Il y a même les Bayaka sur la fin de l'histoire. Okay. Hein? Donc, il ne faut pas faire l'erreur de dire les Baluango. Les Baluango, c'est tout ce monde-là. D'accord. Mais à l'intérieur des Baluango, il y a plusieurs entités. Mais néanmoins, Jean-Félix Tchikaya, le premier député congolais, il était Mouvili.
Et il n'avait aucun pouvoir pour vendre Franceville, qui était un territoire téqué. Donc ça appartenait aux Français. Et à un moment donné, ils ont restitué ça au Gabon, acquis de droit. Voilà. Donc, en 1946, il y a donc ces élections qui ont lieu et Jean-Félix Tchikaya devient donc le premier député congolais, avec les Houphouët-Boigny, les Léopold Sédar Senghor, les Modibo Keïta, etc. Donc, il y a une certaine autonomie. Et finalement, l'Union française, entre-temps, il y a la guerre d'Algérie qui pointe à l'horizon, à partir de 1954. Donc, l'Union française ne répond plus. De Gaulle revient en 1958 prendre les commandes du pouvoir. Et quand il reprend les commandes du pouvoir, il se dit qu'on va créer une communauté entre l'Afrique et la France. Il y a des États comme la Guinée qui dit que non, pas question, nous devons être indépendants. Bon, De Gaulle dit on va faire des consultations, un référendum, et chaque pays africain, chaque État africain, parce que c'était des États fédérés, doit se prononcer pour ou contre l'indépendance. Eh bien, nos leaders, qui étaient ce que Marien Ngouabi appelait les valets locaux de l'impérialisme. Ah bon, il a qualifié ça ainsi? Il les appelait les valets locaux de l'impérialisme. Ils ont tous appelé à rester dans le giron colonial. Dans notre histoire du Congo, seule la CGT de Aimé Matsika qui avait appelé à voter contre l'indépendance. Sinon, tous les autres syndicats et tous les autres partis, tous les grands leaders politiques appelaient à rester dans le giron colonial. Et donc, à partir de 1958, après le référendum, on a proclamé les républiques africaines qui étaient des républiques autonomes qui faisaient partie de la communauté française. Donc il y avait la métropole et les territoires d'outre-mer, mais qui étaient des républiques autonomes. C'est ainsi que le 28 novembre 1958, à Pointe-Noire, capitale de la République du Congo, la capitale était là-bas, la ville capitale politique, administrative. La capitale politique administrative, c'était à Pointe-Noire. Comme à Kinshasa, on est resté Vivi à l'époque, avant que ça vienne à Kinshasa. Voilà, donc c'était à Pointe-Noire qu'on a proclamé là, en lieu et place, où il y a l'école Jean-Joseph Loukabou, mon grand-père. Ah, c'est ton grand frère? C'est mon grand-père, Jean-Joseph Loukabou. D'accord. Et donc, à cette école-là, Jean-Joseph Loukabou, c'est là où il y avait l'Assemblée territoriale. C'est là où on proclame l'indépendance, plutôt la République du Congo. Le Congo devient une république avec un drapeau et son hymne national. Voilà. La congolaise. La congolaise. Qui est le à partir rédacteur de 58, et c'est en 58 aussi que nous avons une ambassade au Congo. Alors, en 60, De Gaulle pense qu'il faut donner à ces territoires-là leur indépendance. Mais avant tout, il faut comprendre déjà la jeunesse de cette indépendance. D'accord. En 1844, De Gaulle était un visionnaire, c'était un clairvoyant, il travaillait pour les intérêts de la France, et donc il voyait comment... Alors, en 1844, quand il organise la conférence de Brazzaville, 1944 plutôt, quand il organise la conférence de Brazzaville, il demande,
notamment à partir de 1945, il demande aux scientifiques français d'étudier comment peut-on partir pour mieux rester. Donc, bien étudié techniquement, Kongango. Techniquement. Oh là là. Et ils ont pris donc les thèses d'un anthropologue d'origine polonaise qu'on appelait Bronisław Kaspar Malinowski, qui avait créé, c'était un anthropologue, qui avait créé donc une branche de l'anthropologie qu'on appelle l'anthropologie appliquée. Lui-même, il disait que l'anthropologie appliquée, c'était une science qui consistait à étudier les sociétés primitives pour mieux les connaître afin que la colonisation réussisse. Et Malinowski préconisait la déculturation par l'école, la déculturation par la religion et la stratégie de la division. Déculturation par l'école, nos ancêtres les Gaulois. Déculturation par l'Église, heureux les pauvres, car ils verront Dieu. Stratégie de la division. Nous, dans nos sociétés traditionnelles, nous étions tous des enfants de Ngounou. Mukongo Ngounou, Muteke Ngounou, Kifumba, Kimosi. Disaient nos ancêtres. Ils disaient que nous avions un ancêtre commun. Donc ils avaient une idéologie qui consistait à raffermir les liens entre les ethnies. Et à partir des thèses de Malinowski, on crée des races chez nous. Eh bien, si vous voyez l'acte de naissance de votre père, vous verrez race Bakongo, race Bateke, race Bavili. C'est qu'une hérésie, quoi. C'est pas propre, c'est pas juste. Mais est-ce que nous sommes déjà aujourd'hui, la science a démontré que les races humaines n'existent pas. Mais là, il s'agit des Bantous d'un même peuple qu'on nous érige en race. Et donc, on grandissait avec le sentiment que ton voisin immédiat appartenait à une autre race. Donc, tout le contraire de ce que nos ancêtres nous avaient appris, que nous étions tous les enfants de Ngounou, nous provenons tous de Ngounou. Et là, on nous apprend que non, toi, tu es de race Bembe, race Lari. C'est quoi Ngounou? Qu'est-ce que ça veut dire Ngounou, c'était l'ancêtre. L'ancêtre. L'ancêtre qu'on pensait être notre ancêtre commun. D'accord. Que, en fait, Ngounou avait plusieurs enfants. Et ce sont ces enfants-là, il y a un enfant qui a donné les Vili, il y a un enfant qui a donné les Lari, etc. Vrai ou faux, mais ce sont des idéologies qui façonnent l'identité et affermissent les relations entre les peuples. Voyez par exemple quand vous allez au Sénégal, il y a la fraternité au sein d'une même ethnie et entre des ethnies différentes. Par exemple, on peut dire au Sénégal que quand tu vois un Job, les Ndiaye et les Job, c'est des frères de même père, même mère. Donc quand tu vois un Ndiaye, c'est ton frère. Tu peux le taquiner comme tu veux. Moi-même qui te parle, je suis parti au Sénégal en 2006. J'ai rencontré ce brave conservateur du musée de la maison des esclaves à l'île de Gorée. De Gorée, oui. Monsieur Joseph Ndiaye, qui était un monsieur dynamique. Et quand je suis arrivé là-bas, je lui ai dit Petit Ndiaye, moi je suis Job, mets-toi à genoux. Il dit quoi? Cherchez-moi un coupe-coupe là, je vais couper sa tête. Il m'a tenu le cou comme ça. Et puis, finalement, il m'a dit vous savez que tous vos présidents sont passés chez moi. Hein?
j'ai reçu Youlou, j'ai reçu Massamba Deba, j'ai reçu Ngwabi, et il m'a montré les photos. J'ai dit, mais comment vous savez que je suis congolais? Écoutez, je suis là depuis longtemps, dès que je vois quelqu'un, je sais d'où il est. Hein. Ah, il avait déterminé que j'étais congolais, et puis il m'a montré les photos et tout ça. J'ai reçu Sassou Nguesso, j'ai reçu Lissouba et tout ça. C'est quelqu'un de très intéressant, hein. Il fallait le voir. Je crois que c'est son fils qui l'a remplacé. Voilà. Donc, ils viennent, ils partitionnent, donc ils étudient Malinowski, ils appliquent les thèses de Malinowski en séparant. Voilà. Donc, c'était, je parlais de la parenté. Là-bas, il y a des parentés d'unification. On va par exemple dire, mais quand tu vois un Gakoso et un Makoso, c'était des frères de même père, même mère. Donc, quand tu vois un Gakoso, Bateke Umboshi, et un Makoso du Kwilu, c'est des frères. Du coup, le Makoso, dès qu'il voit un, il sait que, ah, ça c'est mon frère. Ça raffermissait les liens. Et la stratégie de la division de Malinowski nous a apporté la division. Nous étions devenus des races. À mon époque, quand je vais à l'école, on ne connaissait pas le mot de tribu ni de ethnie. On disait race yangenani. Race yangenani. En tout cas, les années 40, 50, 60, c'était ça qui était à la main. On ne connaissait ni tribu ni ethnie. C'était la race. Mawa. Qui a dit? C'est Léopold Sédar Senghor qui arrive à Brazzaville et qui dit, mais nous sommes tous de la race noire bantou. Il n'y a pas de race ceci, race cela. Alors, voyez une administration française qui a autant d'ethnie ou de race, entre guillemets, que nous, parce que je te signale que nous avons les Normands, les Provençaux, les Picards, Castille, les Alsaciens, les Franciliens, Île-de-France, etc. Il y a une pluralité d'ethnies, avec des langues différentes, même des groupes d'origine différents. Nous, grosso modo, nous sommes tous bantous. Mais chez eux, tu as des Celtes, tu as des Germains, un Alsacien est un Germain, un Breton est un Celte, un Provençal est un Latin. Donc, vous voyez des sociétés avec des langues complètement différentes, des cultures complètement différentes. Là-bas, il n'y a pas de race. On a réussi à faire l'unité autour de la langue, le français, la langue de l'Île-de-France. Le français, c'était parlé en Île-de-France. En Île-de-France. Le francien, ça s'appelait. Le quoi? Le francien. Et ils ont imposé ça ailleurs. Ils ont imposé ça sur Attendez, tout on peut le ouvrir une territoire. parenthèse vite fait parce que cette langue-là s'est imposée chez nous d'une manière extraordinaire. Regarde, vous et moi, nous communiquons cette langue-là. C'est un peu problématique, mais en fait, allez-y, comment c'est passé? Un petit vite fait, papa, s'il vous plaît. Non, c'est le roi François Ier qui a décidé qu'il fallait qu'il y ait une unité. Et l'unité, on avait déjà une unité territoriale, une unité historique, puisqu'on on écrivait l'histoire ensemble. Et il fallait donc une unité linguistique. Et donc, il a fédéré la nation autour de ces trois piliers. La langue, le territoire et l'histoire. Voilà, donc chez nous, ils arrivent. Ils nous imposent leur langue et nos langues deviennent des patois. Nous n'avions pas le droit d'avoir des langues, c'était des patois. Vous savez ce que veut dire patois? Non, dites-moi. Patois, c'est la langue des oiseaux. Donc, ce n'est pas des langues. Oh! Et oui, patois, vous voyez l'origine du mot patois, c'est la langue des oiseaux. Et moi, de mes recherches, papa, Cassador, permettez-moi, de mes recherches, trouver que ça dit que Nkangeyeko, pas toi, qu'a dit que toi, tu ne dois pas exister. Oui, C'est un petit jeu de mots que j'ai fait, bon, c'est pas grave. En tout cas, ça, c'est les jeux de mots, mais la réalité, que patois, c'était la langue des oiseaux. Donc, quand on décide de faire de la langue de l'Île-de-France la langue nationale, la langue officielle de la France, toutes les langues ont été érigées au stade de patois. Et si vous parlez patois, 40 coups de chicotte. J'ai connu ça à l'école primaire qui s'est engueulé. 40 coups de chicotte, c'était
on te mettait quelque chose au cou, le soir à l'école, le symbole. Quand tu parles, il a parlé pas toi là, on t'accroche ça, voilà. C'est terrible. Enfin, bref, j'ai connu ça qui s'est engueulé moi à Kinkara. Voilà. Oui, papa, allons-y. Donc, nos langues étaient érigées en patois. Donc, la langue du blanc, c'était la langue supérieure, hein, la langue de Dieu, etc. Donc, voilà. Donc, voilà comment on nous a eu, donc, avec la stratégie de la division, etc. Donc, c'est comme ça la genèse. Et en plus, je ne vous ai pas dit, Malinowski a ajouté que non seulement il fallait déculturer par l'école, par la religion et la stratégie de la division, mais il a dit, là tu peux voir l'article Acculturation de Roger Bastide, il a dit que il faut choisir des leaders que l'on acculturera pour que ce soit les membres de l'in-groupe et non de l'out-groupe qui soient les défenseurs de l'occidentalisation à l'intérieur de la forteresse culturelle à abattre. Oula, cette phrase-là est étudiée, papa. Il faut qu'on l'écrive. Donc, il faut choisir des leaders que l'on acculturera. D'accord. Donc, tous les leaders qui sont venus, les Jacques Opango, les Chikaya, il les avait choisis. Jacques Okoka, Félix Chikaya, il avait grandi avec les missionnaires. C'était des gens qu'on avait choisis. Pour que ce soit, parce que si c'est eux qui imposent, on va dire non. Mais si c'est Chikaya qui vient que non, il faudrait qu'on vote pour le oui, pour rester dans le giron colonial. Si c'est Jacques Opango qui le dit, les peuples suivent. C'est ça. Si c'est Kikungango qui le dit, tout le monde suit. Si c'est Pierre Goura qui le dit, les gens suivent. C'était des personnes ressources. Et tous, ils ont appelé à rester dans le giron colonial, donc à voter pour le oui à la communauté. Rester dans la communauté française. Et je vous signale que quand l'indépendance arrive, quand De Gaulle dit non, vous devez prendre vos indépendances, il y a 3 pays qui refusent l'indépendance. Ils prennent quand même, mais ils refusent. Ils ne refusent pas l'indépendance, ils disent on prend l'indépendance, mais on reste dans la communauté. Il y a le Congo, le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et donc, pour parler du Congo... le Congo avait refusé l'indépendance. Ils ont quand même fait la déclaration de l'indépendance, ça leur a été imposé. Mais ils ont dit que nous devons rester dans la communauté. Parce que pour De Gaulle, il fallait qu'il dissolve la communauté, puisque les États étaient devenus indépendants. Il avait réussi son coup. Donc, le partir Congo, pour mieux rester. Le Congo, le Gabon et... Le Congo, le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et la preuve est que il n'y a pas de constitution du Congo en 1960. Le Congo continue avec la constitution de... le Congo de 1958. Attends, on était donc, tout à l'heure j'avais interrogé, donc on n'avait pas de constitution. Donc malgré on n'avait pas d'indépendance. Oui. Donc les 3 Congos, le Congo, Brazzaville, Là, nous sommes sur Brazzaville. Oui, gros Brazzaville, Congo la Côte d'Ivoire, le Congo d'Ibé, voilà, la Côte d'Ivoire et le Gabon, ils refusent l'indépendance. Oui. D'accord. Et malgré ça, le Gabon, non, ils ne refusent pas l'indépendance. Ils proclament l'indépendance. D'accord. Mais ils se maintiennent dans la communauté. D'accord. Et puis donc, en 61, De Gaulle dit non. Vous êtes indépendants, prenez vos indépendances. Mais on t'élevait, elle avait fait sa stratégie de Malinowski, il a déjà bien étudié déjà. Mais bien sûr, en 60, quand il donne, il est bien dans Malinowski, puisque ceux qui arrivent à la tête des pays, tous les leaders, les vrais leaders indépendantistes sont zigouillés. Patrice Lumumba, Ruben Oumniobé, ils sont zigouillés. Ce sont les valets. Le seul qui leur a tenu tête, c'est Ahmed Sékou Touré. Sinon, le reste, c'était des valets. Et Ahmed Sékou Touré, il a payé le plus cher jusqu'à trouver la mort. Parce qu'il avait dit non à la France.
Voilà, il a payé. De son choix. Voilà. Papa Jean-Jacques Bayonne Castador, merci. Papa, Awa, tu nous as parlé donc de étrangers, on en a un peu dénoncé un petit peu. Mais moi, fiot nandinga boala. Singizo la pesa sangu na ninza ya mvimba na bampangi ya bana tata kimbangu. Ngeko si mwana tata kimbangu muzaba. Parce que ngeko zonda mama kimpwanza. Mweko zaka kimbangu yimpwanza. C'est lui qui tient la tête de l'humanité. Papa, ngeko zonda mwana ndingi ningi mama ngeko zonda na bampangi na ninza ya mvimba. Utinu betu kuza kutana nange. Muzaba ke ngeko Papa Jean-Jacques Cassador, moi, je t'ai rencontré à un moment donné de ma vie, quand Papa Simon Kimbangu m'a chargé de certaines capacités d'action, et j'ai reçu ta progéniture, parce que là, tu as parlé de l'Europe, quand tu es venu jusqu'à ce que là, on a parlé du Congo, mais en Europe, tu as eu une postérité extraordinaire. Pendant que j'étais avec toi dans ta maison, ou au moins quand je suis venu, il y a eu une postérité que tu as appelée Isis Liolimbadou. Et il y a une autre postérité que tu as appelée Ramsès Lialinsi Albert. Or, Isis, c'est un peu le pharaonie. Tu es un pharaon? Je suis égyptophile, parce que l'Égypte, c'est notre mère, c'est nos sources, ce sont nos racines. De la même manière que les Européens se sont enracinés dans la culture gréco-romaine pour se développer, je pense que notre développement ne se fera pas à partir du logos. Notre développement se fera à partir du cas. Le cas, c'est cette magie égyptienne qui est notre territoire, notre fondement, qui sont nos fondamentaux. C'est à partir de l'Égypte que nous devons nous réunir. Vous savez, vous avez bien posé ma fille, que j'ai appelée Isis. Pourquoi je l'ai appelée Isis? Parce que vous voyez bien que la problématique de chez nous, c'est la problématique de la division. Tout le monde veut être chef. Tout le monde veut avoir son parti. C'est le parti de Tister Chikaya, le parti de Paul Kaya, le parti de Sassou Nguesso, le parti de Pierre Zé, le parti de Yombi, le parti de Jean-Michel Bokamba Yangouma. Bernard Kolela. C'est la féodalité. Chacun veut avoir un parti adossé à un fief. Personne ne veut de l'unité. Eh bien, Isis, c'était cette divinité, cette déesse, qui était convoitée par deux frères, Seth et Osiris. Ces deux frères. Mais Osiris, plutôt Isis, était plutôt amoureuse d'Osiris. Et Isis a choisi d'épouser Osiris. Seth jaloux va tuer son frère Osiris et va le dépecer et éparpiller les morceaux d'Osiris. Donc Isis, toute sa vie, va chercher à récupérer et à recoller les morceaux d'Isis et d'Osiris. Et elle a pu reconstituer Osiris. Il manquait le pénis. Elle a pris la salive et elle a fabriqué un pénis. Et Osiris s'est ressuscité. Donc la résurrection, c'est bien avant Jésus-Christ. Osiris s'est ressuscité. Et ils ont pu avoir un fils. Vous voyez la Trinité, le Père, la Mère et le Fils. Bien avant la Trinité christique. Donc, il y a le père, c'est qui? Osiris? Le Père, c'est Osiris, la Mère, c'est Isis, et le Fils, Horus. Horus. Donc, c'est la trinité de l'Égypte. De l'Égypte. D'accord. Maintenant. Alors, donc, cette problématique des morceaux éparpillés, voilà, notre ambition à nous, Kimpwanza, c'est de recoller les morceaux d'Isis. Il n'y aura
plus de Mboshi comme entité géopolitique, il n'y aura plus de Lari comme entité géopolitique, il n'y aura plus de Bembe comme entité géopolitique, ou les Nibolèques, une ethnie qu'on venait de nous fabriquer de toutes pièces. Il n'y aura que des Congolais. Les Congolais. La citoyenneté de pleine nationalité. Moi, quand je suis né, c'est pas le Kwilu qui a fait quoi que ce soit pour moi. Il y a mes parents, d'une part, et d'autre part, il y a le Congo. Je suis né à l'hôpital Adolphe Cissé. C'était pas l'hôpital du Kwilu, c'était l'hôpital du Congo. J'ai été à l'école scolarisé par des enseignants qui étaient non pas payés par le Kwilu ou par les Vili, mais payés par le Congo. Donc si je dois quelque chose, je dois tout au Congo. Et je ne dois rien aux Vili. Je dois à mon père et à ma mère, qui sont certes Bavili, mais les Vili, les Bavili, pour moi, ce sont des compatriotes comme les Mboshi, comme les Bembe, comme les Babembe, comme les Balari, les Bayaka, les Bateke, et bref, comme tous les Congolais. Moi, je reviens. L'appellation de ta fille, Isis Liolimpado, Ramsès Lialinsi Albert. Alors, moi, et puis, une question. Dans le cas de notre civilisation, nous, Tata Kimbangu, parce que nous, vous parlez de l'unité, mais Tata Kimbangu nous a donné, vous avez le Ngunu là, mais notre Ngunu c'est Tata Kimbangu et Kakawanga. Donc, le Kimbangu, c'est notre civilisation qui va nous régir. Et là, vous avez quelque chose en rapport avec le Kimbanguisme parce qu'il y a une fille qui est née le 25 mai. Nous célébrons Noël le Christ. Papa Dialungana Kiangani, qui est né le 25 mai. Et le 16 août, date de sa transfiguration, il y a encore un de votre fils qui vient de naître. Est-ce que quel c'est sinon c'est extraordinaire, papa? Oui, ma fille. Ça, c'est avec le Kimbanguisme. Ma fille Isis est née un 25 mai. Donc, c'est une Dialungana. Moi, je dirais que c'est une Dialungana. C'est de l'accomplissement. Mais évidemment, je me rappelle, je suis parti à Kinshasa le 25 mai 1982. Je vois là les gens fêter Noël. 2002, ouais. 2002. Ouais. Et les gens fêtaient Noël. Je dis, c'est quoi? Oh, c'est la Noël de Kimbanguisa. Je dis, ah tiens, oui, c'est vrai. Et donc, Isis, donc c'était cette problématique de la division des morceaux éparpillés d'Osiris qu'elle a réunis. Et c'est ça la problématique de l'Afrique, son unité. Déjà, l'unité à travers nos pays. Qu'on arrête de vouloir tous être président, qu'on arrête de vouloir tous être chef, avoir son parti, mais c'est l'unité qui doit prévaloir. Le Kimvuka, c'est ça qui doit prévaloir. L'union fait la force. Et je l'ai appelé Liolimpadu. Lioli, c'est celle de. En Lari, on dira Georgia. Et Mpadu, c'est le nom de la mère de mon grand-père. Mon grand-père, Tambo Georges, sa mère s'appelait Mpadu. Et donc, dans la tradition en pays Vili, il est dit qu'un homme, sa première fille, il doit lui donner le nom de sa maman. C'est ainsi que mon grand-père a donné à ma maman le nom de Mpadu, le nom de sa mère. Et Isis, c'est ma première fille, je lui ai aussi donné le nom de ma mère. Donc, comme elle porte cette problématique de la division, qu'elle va unifier, Isis, qui a recollé les morceaux d'Osiris, mais quelle Isis? C'est Isis l'Égyptien? Non, c'est Isis, celle de Mpadu. Né un 25 mai, Dialungana, le Noël Kimbanguiste. Voilà. Mais non. Et mon fils, Ramsès. C'est que j'ai élevé, qui m'a permis de rencontrer les enfants. Lian Lissi, Albert, Lian Lissi veut dire l'espoir du pays d'Albert. Albert, c'est son grand-père paternel, puisque j'ai honoré ma mère en première instance. En deuxième instance, j'ai voulu honorer le père de ma compagne, donc la mère de mes enfants. Et donc, j'ai donné le nom de leur grand-père, Albert. Ramsès. Donc, Ramsès, c'est l'espoir du pays d'Albert. Pourquoi Ramsès? Mais Ramsès, c'est le grand bâtisseur des pyramides. Le grand bâtisseur des grandes cités, Thèbes, etc. Et donc, j'ai voulu poser la problématique
de rebâtir nos nations, de rebâtir une Afrique fondée sur nos propres aspirations, fondée sur notre authenticité et non celle qu'on nous impose, celle des autres. Je vous parlais au début des cosmogonies. Nous avons des cosmogonies différentes. Chez eux, chez les Européens, ce que j'appelle les enfants d'Abraham. Donc, dans les enfants d'Abraham, nous avons les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Ils ont une même pensée. Pour eux, la pensée, c'est quoi? Dieu a créé l'univers à partir du néant. Il a dit que l'homme soit et l'homme fut, que la lumière soit et la lumière fut. Et donc, Dieu règne sur l'humanité. Il fait des lois et l'humanité doit Les appliquer. les appliquer. Eh bien, plus tard, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un avatar laïcisé qu'on appelle l'État. Eh bien, l'État fait des lois et les sujets doivent les appliquer. Ce n'est pas ce modèle-là, notre modèle à nous. Chez nous, dans notre cosmogonie, l'univers n'a pas été créé à partir du néant. L'univers a été créé à partir du chaos. Je prends le seul exemple qui est dans la Bible où l'univers a été créé pour comprendre bien ce que c'était que le chaos. Dans la Bible, il est dit que sur toute la surface de la terre, il y avait de l'eau. Dieu a pris l'eau, il a séparé l'eau. Il a fait monter de l'eau en haut, qu'il a appelé ciel, et l'eau qui était sur la terre, il a fait assécher une grande partie qu'il a appelée terre, et l'autre partie où il restait de l'eau, il les a appelées mer. Donc, vous voyez bien que là, les choses préexistaient, et Dieu n'a fait que mettre de l'ordre. Eh bien, dans les cosmogonies africaines, c'est comme ça que Nzambi Mpungu a créé à partir du chaos. C'est-à-dire que les choses préexistaient. L'homme, par exemple, il avait les deux sexes. Mais Dieu a trouvé qu'il fallait séparer les sexes. Il fallait qu'il y ait un sexe masculin et un sexe féminin. Il n'a pas créé d'une part, comme chez les chrétiens, l'homme et d'autre part, la femme. Il a créé un être hybride qui avait les deux sexes. Non, il n'y avait pas la part, c'est-à-dire qu'il a pris la côte. Non, ça c'est chez les chrétiens, et plutôt chez les enfants d'Abraham. Mais c'est deux êtres. Il a d'abord créé l'homme, et puis il a pris la côte. À partir de cette côte, il a créé la femme. C'est ça. Donc deux entités distinctes. Chez nous, c'était le même homme qui avait les deux sexes. Il a séparé les sexes. Le sexe masculin et le sexe féminin. Sauf que dans le sexe masculin, il n'avait pas terminé le travail. Il restait un peu de féminité. Et dans le sexe féminin, il restait un peu de masculinité. Je m'explique. Dans le sexe masculin, quand il y a encore le prépuce, il est interne. L'organe est interne, on ne voit rien. Il faut tirer. C'est pourquoi on fait la circoncision. Pour achever d'enlever la féminité de l'homme. Et de l'autre côté, le clitoris, c'est le bout de verge qui reste. Eh bien, dans les pays africains où il y a l'excision, c'était pour enlever la partie masculine de l'homme qui reste. Mais ça peut vouloir être anodin, ces deux cosmogonies. Mais c'est ce qui régit tout. Le droit est régi par les cosmogonies, par la façon de concevoir l'univers. D'un côté, vous avez l'État, qui est l'avatar laïcisé de Dieu, qui impose ses lois et les gens doivent obéir. De l'autre côté, vu qu'on avait
mis de l'ordre. On a mis de l'ordre aux choses qui préexistaient, mais cet ordre-là demande une certaine négociation. Et donc, dans nos sociétés, on n'impose pas les lois. La coutume n'est pas imposée. La coutume est édictée. Une règle de droit occidentale, ou en fait des enfants d'Abraham, des sociétés issues des enfants d'Abraham, lorsqu'on désobéit à une règle de droit, il y a une sanction. Dans la coutume est une norme prévue par les ancêtres. Le respect des ancêtres fait que nous puissions obéir, parce que pour nous, les ancêtres sont sacrés. Et donc, on obéit à toutes les édictions des ancêtres. Maintenant, il peut arriver que quelqu'un puisse se dire que, ah non, moi, ça, c'est le passé, je m'en fous, pour moi, je fais comme ça. C'est pas grave, il n'y a pas de sanction. Cela ne veut pas dire que nous étions des sociétés sans sanctions. Les sanctions existaient quand vous faites une faute. Mais néanmoins, quand vous ne respectez pas un précepte, c'était pas comme à l'occidental, parce que c'était une société où l'ordre est négocié et non un ordre imposé. Donc d'un côté, une cosmogonie qui a un ordre imposé, et d'un autre côté, un ordre négocié. Mais ça induit que quand il y a un conflit, de l'autre côté, il y a un qui a tort, il y a l'autre qui a raison. Chez nous, même si tu as tort, on doit préserver ta dignité. Donc, on doit trouver un juste milieu. Tu auras peut-être une sanction, mais la sanction qui va préserver, n'est-ce pas, ta dignité. Voilà un peu la différence d'approche entre ces ordres. Ok, Papa Cassador, merci en tout cas pour la réponse. Mais je reviens encore à Ramsès qui est né le 16 août, date de la transfiguration de Tata Dialungana, le Christ Jésus, revenu de nouveau sur terre le 25 mai. Donc votre fille est née le 25 mai, votre fils Ramsès est né le 16 août. Comment vivez-vous cette expérience-là et cet hasard-là? Écoute, c'est une coïncidence. C'est vrai que mon fils est né un 16 août. Et je me rappelle, je crois que c'était le 16 août 2003 ou 2001, Papa Dialungana s'est transfiguré le 16 août 2001. 2001. En 2001, vous êtes venu me dire que aujourd'hui c'est le 16 août, Dialungana est décédé. Il s'est transfiguré, ouais, je l'ai de forme. Oui. Vous dites transfiguré, mais bon, moi je dis décédé. Yeah. Et bon, voilà, donc c'est le lien avec peut-être le kimbanguisme, mais le kimbanguisme doit se réformer. Je dis à Tata, comment on l'appelle déjà, Tata Fumolongo. Simon le Simon Kimbangu, troisième disposé. Kimbongu Kiangani. Papa, je vous demande... Je vous inviterai en Kamba parce que enraciner. Moi, papa. Non, laisse-moi d'abord adresser un message à papa Simon Kimbangu Kiangani. Je vous demande de vous enraciner dans notre culture globalisante, totalisante. Notre culture qui tient compte de l'autre, qui ne veut pas frustrer l'autre, au lieu de prendre les cultures d'autrui. La Bible que vous revendiquez n'est pas nôtre. C'est leur bien. Papa Cassador. Ils sont venus, non, je m'adresse à papa Simon Kimbangu Kiangani. Oui, papa. La Bible, ils sont venus avec la Bible dans la main gauche, le fusil dans la main droite. Et ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand nous les avons réouverts, on avait la Bible et eux, ils avaient nos terres. Donc, de grâce, pensez à un testament qui soit authentiquement africain. Pensez à un discours. Dites à Simon Kimbangu, papa Simon Kimbangu,
le grand Simon Kimbangu, votre grand-père, dites-lui de nous apporter la bonne nouvelle de nos ancêtres qui connaissaient un Zambian-Pungu avant l'arrivée des Européens. Papa, Casador, pour vous, les Européens, d'où viennent-ils? Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, maintenant, comment eux, ils sont apparus sur Terre, les Occidentaux en question dont tu parles? Je suis un homme de science. Oui. Donc, je suis pour l'origine monogénétique de l'humanité. C'est ça. Donc, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est que c'est l'homme de Grimaldi qui venait d'Afrique, qui arrive à Grimaldi. C'est quoi Grimaldi? Grimaldi, c'est à Monaco. Oui. Hein? L'homme de Cro-Magnon, c'est quoi? Non, c'est-à-dire c'est l'homme de Grimaldi oui. qui arrive à l'Africain, qui quitte l'Afrique, qui traverse la Méditerranée, qui arrive de l'autre côté aux confins de Monaco à Grimaldi, dont on a retrouvé la trace, les ossements. Donc cet homme de Grimaldi, qui était africain, quand il traverse, il change de morphologie parce que là-bas il fait frais, etc. Et il donne naissance à celui qu'on appelle l'homme de Cro-Magnon. Donc c'est une continuité. Mais néanmoins, ils ont affaire à des réalités différentes qui étaient les nôtres. Ils se sont façonnés différemment et ils ont une pensée différente de la nôtre. On doit y tenir compte. Même si nous avons la même origine, nous avons des cultures différentes, nous avons des philosophies différentes et on doit en tenir compte. Eux, ils ont une philosophie dichotomique. C'est-à-dire? Dichotomique, c'est-à-dire c'est toujours quelque chose en opposition avec l'autre. Le noir, le blanc, la force, la faiblesse. Nous avons une philosophie globalisante, totalisante, complémentaire. On prend la force et la faiblesse, on met ensemble. On met le sucre et le sel, on met ensemble. C'est complémentaire. Ce n'est pas la même philosophie. Donc, certes, génétiquement, nous avons les mêmes origines. L'homme de Cro-Magnon est issu de l'homme de Grimaldi, c'est-à-dire l'Européen, c'est un Africain, mais les cultures sont différentes. Et donc les civilisations sont différentes. La façon de voir le monde est différente. La preuve, les couleurs. Comment tu appelles le blanc, le Mundele qui se dit Mbouaki, qui se dit blanc. Toi, tu ne peux pas dire que le Mundele est Pembe, c'est-à-dire la couleur blanche. Tu dis que le Mundele est Mbouaki. Mais dans Mbouaki, tu mets quoi dedans? Tu ne mets pas que le rouge. Tu mets le rouge, le rose cochon, la couleur de ce que tu appelles le blanc, le jaune, le marron clair, etc. Tout ce qui est clair, c'est le Mbouaki. Donc il y a une globalité. Or, eux, ils sont dans la dichotomie. Il faut voir rouge Bordeaux, rouge vin, rouge vinaigre, bleu pétrole, vert bouteille, etc. Ils sont dans les nuances. Nous sommes dans la globalité. Donc, c'est pourquoi j'invite Papa Simon Kimbangu Kiangazi de repenser le kimbanguisme, que le kimbanguisme devienne authentiquement africain. J'ai connu le jeune qui avait fait l'écriture Mandombe, paix à son âme. Papa Beladjo, oui. Beladjo, j'ai eu à discuter avec lui. C'était vraiment un génie. Il nous a apporté le Mandombe, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui pourra faire avancer l'Afrique, mais il manque une chose au kimbanguisme, c'est l'authenticité africaine. Le jour où le kimbanguisme s'enracinera dans un discours typiquement africain, dans un discours authentique, qui refutera les livres venus d'ailleurs truffés de contradictions, Papa j'y Casador, adhérerai. là vous parlez, vous avez excellé l'Égypte. Moi je vous appelle un pharaon, votre fils s'appelle Ramsès, Isis, l'autre Ramsès. Mais les Occidentaux en question, nous savons dans la Constitution, la Grèce qui est leur repère intellectuel, donc l'Hélène, mais c'était l'Hélène est venue sur l'Égypte. N'est-ce pas eux qui ont pris de l'Égypte et puis sont venus nous transformer ici?
Oui, d'accord. Donc, quelque part, ce qu'ils utilisent Mais aujourd'hui ils ont vient de pris- l'Égypte, donc de ton territoire. Mais sauf qu'ils ont pris de l'Égypte, ils ont transformé leur génie à partir du logos, la connaissance. Chacun a sa magie. En Asie, c'est le qui. Chez eux, c'est le logos. Mais chez nous, c'est le cas. Nous ne pouvons pas nous développer avec le logos. La preuve, ça fait 500 ans qu'on essaie le logos, on n'y arrive pas. Donc, enracinons-nous dans le cas, on pourra en reparler. C'est quoi le cas? Parce que moi, quand on entend cas, j'entends Gimbong, moi. Quand on entend cas, c'est Gimbong. Ça s'appelle Gimbong. Ben voilà. Donc, enracinons-nous dans le cas de Kimbangu. Dans le cas, mais le cas, c'est un peu plus complexe que ça. C'est vraiment cet égrégore qui régit l'Afrique. Comme le logos régit l'Occident, le cas régit l'Afrique. C'est notre égrégore. Logos veut dire science. C'est quoi logos? C'est quoi La connaissance. La connaissance. Oui, mais quand on va en Égypte, une connaissance, c'est qu'on a les zaï, ma bête. Bon, Papa Kassador, vous avez parlé un peu dans la langue de Ginsusu, là, le français. Moussoul ngezon mwa fioti ndinga boala. Wap mamu ngezon zepsi na bantu, mila ngebu biai na mwantangu wa fioti kwani. Parce que kuntu wala tunakwenda ndinga muso nikala kikongo. Mbitu si ngile nzoni mwa ndamba fioti na ndinga kinsi ya beto ya boala. Mokaso zabisa na bapangi ya beto ya Congo. Na bapangi beto ba kimangiste. Que beto foueti kutungisa boala ya beto na banzila ina la kisaka beto bakoko ya beto. Yake mbo TV que beto landa kaka mambe ba mindele bakoko ya beto pe vwandi kizaba ba mambo ya mingi. Tamba kuiza kutuni beto na boala beto vwandi yidika ba tissu ba lele beto vwandi yidika masapatu beto vwandi ki bakuizaka tamba kuiza na boala beto grippe vwandi kufwa bawo na bet grippe uno kama tisane amemanisa na ba kuna vani maladie ya grave na bet vani soigner na tisane donc bet vana na génie ya beto bet me kumaka kama mnyons tu fo beto land ba mindele banya bet fo bet plus ba kumbi ba mindele baba ke plus ba kumbi beto tant na boile mon muke movili bet ba fili bet mo si sans que loi salama bet mo bet metal que non bet ke na ba kumbi ya beto beto ban kupesa banya beto ba kumbu ya ndinga ya beto Taliana l'espoir Taman l'espoir Kefan il est là enraciné Mivek moi-même Navek lui-même bakumbu ke mingi Mbifani le Maléou bakumbu ke mingi petso sa bakumbu na ndinga ya beto Mayela. C'est un très beau prénom. J'ai vu une jeune fille qui s'appelle Mayela. C'est un très bon prénom. Voilà. Donc, bet so sabakumbi ya bet mosi. Ya kitoki kele. Donc, bet voanda na bifu ya bet mosi. Bet bak ve bifu ya bamindele. Bet bak bifu ya bakoki ya bet bikaka. Et faut beto fukana samna kutunga boala ya beto. Boala ya beto mebonga ya kusangana. Franklin Bukaka Zonzaka bandeko ya ngambo na ngambo topesa loboko na losambo na Kongo na biso. Kongo na biso ebonga boye ezala Kongo moko Kongo ya Lumumba. Boale beto banana mbanza Kongo. Yame luta na boma te yame kuiza na Congo ya Brazzaville. Donc façon papa Godi maison zaba 3 Congo. Faut beto fukana, faut beto boye le Gabon, beto boye le Centrafrique. D'abord beto na Afrique centrale, faut beto fukana beto kuma puissant. Beto kuma ngolo. Beto mosigidi kaba bime ya beto. Beto nani ai inventorier
babimi betre consommer betre produire bafumi ya betiai bafumi ya tufiai que nata beto culture ya consommation faut beto baka kimpwanza ya beto samo beto sala culture ya production produire ce que nous consommons bile les bêtes mosquées yidika Kolona pe madia bêtes mosquées yidika. Ça ne veut pas dire que Bethlehem Soumve Bim n'a pas boire les caca, mais d'abord les biens primaires, les biens quotidiens. Il faut bêtement se dire qu'il y a. Et il y a Wanda, Louvounou, le prix, comment vous dites Ntalou. Ntalou, il y a Fioti. Maintenant, nous avons beno, de vous avez occasion de développer ma mambo à caca. Il y a métal à boire la bétois. Je reste à votre disposition. Maintenant, nous avons beno. Merci beaucoup. Batata ba mama bandeko bet ba bangi nyonso mu bana kana kulutwa mun awa. Bet me kuiza mu bet ke le 31. Na ngonda yayi memanisa mumvu yafunda mole makumi yenana. Au bao mbasi kule betike lala betike kota na mvu ya malmalo ya mafunda mole kumi yevwa. Mais beto muta muntu awa ya beto mambo ya mina metala masono ya beto tata simo kimbangu muno ke mwana kimbangu mais yandi tete mwana kimbangu ve yandi kimbangu yandi mwana kimbangu mais il n'est pas encarté c'est-à-dire abune en fait il n'est pas quoi il veut tata kimbangu tant que kuma kurutu est-ce que vous pouvez une invitation pour tata kimbangu ah donc tata mendima tata mususu donc je remercie Amusala Futa Matondo na mfumo longo tata mwanda verila tata simo kimongo kengani yina mezi pesa betu mbuya pema ya nukuza tambura na makini miti ya bitu kuizaka ya ambassadeur Amusala Futa Matondo na yina meti tanaka administration tata general bitu vuidi kengani mbengi sirukufu tata mwanda verila papa. Nous sommes tes enfants ici en Europe. Nous avons fait ce travail de communication. Ça, c'est un homme politique dont nous allons présenter l'invitation. J'espère qu'on aura l'occasion que vous discutez, que vous partagez. Parce que de part, papa Zago Bitouvidi, c'est lui le chargé de l'administration au sein de l'institut de Tagimbango. Donc, papa, il y a une loge. Il y a une loge de Tagimbango. Papa Cassador, merci beaucoup. Tu m'as été important un moment donné de la vie et j'espère la collaboration. Je vais un logement. Ah, ok. Moi, vous avez mais mon logement, il y a un kamba, des logements, il y a une place. Mais maintenant, toi là, logement, moi, il y a un merci beaucoup, une fois de plus. Merci Tata Godi. Merci beaucoup. Merci mes frères Kimbangis. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Au revoir.